Bonjour les gars et les filles du foyer 113. Alors, premier chapitre de ce module que nous commençons aujourd'hui, c'est du nomadisme à la sédentarisation. Et le premier chapitre est le nomadisme, qui est aussi le premier mot-clé, le nomadisme. Alors, vous savez déjà ce que ça veut dire nomadisme. Nomadisme, ça veut dire qu'on n'a pas un endroit fixe où demeurer. Le nomadisme, ça a été la condition de tous les humains. Et ici, on oublie les Homo erectus, les Homo de Néandertal. On ne parle que de nos ancêtres, des humains de notre espèce. Alors, depuis l'origine jusqu'à il y a 10 000 ans, tous les humains sont nomades. D'accord ? Et nomades parce qu'ils sont constamment à la recherche de ressources, ça veut dire des fruits de la végétation, et ils sont à la recherche du gibier, parce que quand ils restent là longtemps, la nourriture devient rare. Mais jusqu'à nos jours, il y a encore des nomades, surtout dans le désert du Sahara, à côté du désert, il y a un peuple qui s'appelle les Touaregs. Notre peuple nomade, ce sont les gitans en Europe, qui souvent gèrent des cirques. Et la recherche de la nourriture a poussé les humains à une colonisation forcée. Et c'est comme ça que les humains sont arrivés partout, dans tous les continents. Le dernier continent à être habité, c'était probablement l'Amérique, où le premier humain, ça date d'il y a 15 000 ans. Mais les humains sont arrivés partout. C'était le premier mot-clé, nomadisme. Question là-dessus? Là, on passe au deuxième mot-clé, l'organisation. Comment ces gens qui se déplaçaient constamment, ils s'est organisé? Alors, on va dire que tout de suite, que surtout quand les ressources sont rares, ils ne peuvent pas être un groupe nombreux. Normalement, les nomades sont organisés en clans. Un clan qu'on va dire, c'est approximatif, mais pour avoir une idée, un clan d'une trentaine de personnes. Avec 30 personnes, ils arrivent à se déplacer assez facilement. Donc, ces nomades-là, peut-être dans certains d'autres moments de l'année, ils se rassemblent avec d'autres clans, ça fait une tribu. Évidemment, entre un clan et l'autre, il y a toujours des échanges d'objets, d'outils, mais aussi des échanges parce qu'on ne peut pas se marier toujours dans le même clan, d'accord? On ne peut pas être tous, disons, il faut aller chercher des hommes et des femmes dans d'autres clans aussi, d'accord? Donc, les activités que les nomades font, c'est principalement la chasse et la cueillette. D'accord? Ici, dans cette image, on voit le grand, disons, gibier de la chasse des préhistoriques, le mammouth, cet éléphant poilu disparu, pas à cause de la chasse des hommes, mais à cause du changement climatique. Et la chasse est surtout l'activité des hommes. Dès que les enfants sont capables d'avoir dans la main un arc, une flèche ou une lance, ils participent aux actions de la chasse. La chasse demande beaucoup de coopération. Ce n'est pas une activité individuelle, d'accord? Il faut le faire ensemble. Et c'est, comme déjà dit, l'activité principale des hommes, et les hommes s'occupent aussi de la construction des outils. Les femmes, elles plutôt une autre tâche, la cueillette. Donc, les femmes se déplacent avec les petits-enfants pour aller chercher des fruits, d'accord, et avoir ce type notre type de nourriture. Puisque la chasse est l'activité principale, le chef est normalement le chasseur le plus habile. D'accord? Parce que la chasse demande de la coopération, demande quelqu'un qui organise, quelqu'un qui donne des ordres, et on a tendance à se fier
à se rallier avec celui-là qui démontre le plus d'habileté. Les nomades ne vivent pas longtemps. Les nomades ont une vie qui peut arriver au maximum de 30 ans, d'accord? Parce que c'est une vie extrêmement dure. Il y a une très haute mortalité infantile, il y a des accidents de chasse, il y a des femmes qui meurent à l'accouchement, en plus de toutes les maladies. On perd assez rapidement les dents. Donc, à un certain moment, on a de la misère, c'est difficile de se nourrir. Et en plus, il y a des périodes de disette. Et donc, les nomades, quelquefois, sont obligés à faire certains choix qui, à nos yeux, peuvent paraître cruels, comme abandonner les vieux ou les malades qui ne sont plus en mesure de se déplacer. Et ils abandonnent aussi les perturbateurs, les paresseux, les malades, mais aussi les bébés. Ça arrive qu'ils abandonnent les bébés. Les plus vieux, ceux qui ne sont plus en mesure de chasser, mais qui arrivent encore à suivre le clan, ils ont beaucoup de respect. Et ce sont aux autres qui enseignent aux enfants, qui racontent aux enfants leur expérience, leur aventure de chasse, que déjà, ils les préparent à cette activité. Donc, on a fait, deuxième mot-clé, organisation. Lily Rose. Mais de nos jours, les nomades, ils vivent plus longtemps. Oui. Ils ont quand même une certaine technologie. Prochain mot-clé, les abris temporaires. Alors, les nomades n'ont pas de maison. La maison n'a pas été inventée encore. Ils ont plutôt des abris. Ou même, s'ils vivent en Afrique, d'accord, peut-être ils n'ont même pas besoin d'abri. Ils arrivent à vivre bien dans la forêt, ou dans la savane, il fait chaud. Cependant, ailleurs, les humains qui sont allés plus au nord, plus au sud, ont besoin de certains abris. Normalement, on pense à la grotte. On dit en effet, il y a une expression, les hommes des cavernes. Bon, bien sûr, ils ont utilisé les grottes aussi, mais il ne faut pas penser que la plupart vivaient dans des cavernes. Il n'y avait pas autant de grottes pour tout le monde. Sauf que les grottes sont pour les archéologues d'aujourd'hui une grande source de documents, d'objets que l'archéologie nous fait découvrir. D'accord? Par contre, ceux qui vivent à l'extérieur, les traces sont plus difficiles à trouver. Donc, c'est pour ça que nous avons l'idée des hommes des cavernes. Mais quels étaient, en plus des grottes, leurs abris? Des tentes faites de peaux d'animaux et aussi, la plus élaborée, c'était des huttes, comme celle-ci reconstruite dans un musée. Comme vous voyez, on utilise des os des animaux. Ici, on a utilisé de grandes défenses des mammouths pour faire la porte et aussi des peaux, toutes attachées ensemble, parce que bien sûr, la corde, ça date vraiment du paléolithique. La corde, c'est une invention très ancienne du paléolithique. Voici donc quelle pouvait être la construction la plus solide. Évidemment, quand ils se déplaçaient, ils devaient tout abandonner. C'était très peu les objets qu'ils pouvaient amener avec eux. Des questions sur les abris? Kalian? Comment s'appelle le deuxième abri déjà? Le deuxième? La tente et celui de... Hutte. C'est la hutte. H-U-T-T-E. La hutte. Nicolas? Les? Et alors que notre espèce a toujours une grande vénération du corps. Évidemment, il y a des phénomènes de cannibalisme, mais le cannibalisme n'est jamais fait pour se nourrir, est fait dans un rituel. Par exemple, penser que manger du foie d'une personne qui était très courageuse, c'était de s'approprier de son courage, d'hériter de son courage. Ceci est du cannibalisme rituel. À part des situations vraiment de survivance,
il y avait où tu manges la chair de mort ou tu meurs. Sinon, normalement, les humains de notre espèce n'ont pas fait du cannibalisme pour se nourrir. Au contraire, le corps de mort est plein de vénération, d'accord? Et Safouane. Sur les abris, alors j'ai dit les grottes, les tentes et les huttes. Oui. Il est resté dans un endroit pour combien de temps? Vous pouvez rester une semaine, un mois, plusieurs mois, d'accord, qu'il n'y ait pas un temps fixe. Chose est sûre que avec le temps, là où il y a plus de produits, ils avaient tendance à rester plus longtemps. Il y avait moins, ils devaient déplacer plus souvent. Le progrès technique. Alors que les nomades ont inventé certains objets. Ils ont fait avancer la technologie. Lentement, pas vite. Mais certains objets qui ont été utilisés beaucoup de siècles, des millénaires après, ils ont inventé. C'est sûr que la technologie va progresser beaucoup plus rapidement après la sédentarisation, après que les humains s'établissent. Mais on va voir les nomades, qu'est-ce qu'ils ont inventé. La grande invention des nomades, c'est l'arc et la flèche. C'est l'instrument vraiment de base de tous les chasseurs. Et ça a passé les siècles, les millénaires, et ça a été utilisé, l'arc et la flèche, comme la première des armes jusqu'au XVe siècle, jusqu'à l'invention des fusils. D'accord, l'arquebuse, 15e et 16e siècle. Et vous savez, dans les anciennes guerres, le premier acte d'attaque, c'était celui-là des archers qui lançaient les flèches sur leur ennemi. D'accord? Donc, l'arc et la flèche, c'est une invention. Une autre invention dont nous avons déjà parlé, c'est le polissage de la pierre. C'est l'invention qui marque le passage au néolithique, un nouvel âge de pierre, que ça permettra d'avoir des instruments de plus en plus organisés, de plus en plus perfectionnés, avec une meilleure forme, des outils plus tranchants. Et puis, d'autres objets, d'accord, d'autres objets, le bois, l'utilisation du bois, des peaux. Et une autre arme, c'est par exemple la sarbacane. Sarbacane, c'est de prendre une canne trouée, d'y mettre un projectile et de souffler dedans. Et ça permet par exemple d'attraper des oiseaux qui sont en vol. Et la sarbacane. Autre outil de chasse, ce sont des propulseurs, une sorte, utiliser les tendons d'animaux comme une sorte d'élastique, une sorte de ressort, ou la fronde, attacher une pierre à une corde et utiliser la rotation de la corde pour lui donner une certaine force. Hein? Notre type de fronde, c'est des lance-pierres que peut-être quelqu'un d'entre vous a fait dans son enfance. Hein? Dans mon enfance, on cherchait des bâtons en forme de Y, on mettait un élastique, puis on lançait des pierres. On allait à la chasse des lézards dans mon village, nous les enfants, notre instinct des chasseurs qui survivait. Et n'oublions pas aussi les outils de pêche, comme l'hameçon, le harpon et le trident, qui ont permis de se procurer des poissons comme nourriture. Léopold. Tu avais dit pour l'arc et la flèche, c'est de quel siècle? Alors, c'est une invention des humains à l'époque du nomadisme. L'invention, c'est difficile de la dater, d'accord? Même dans la nuit des temps. Cependant, elle a été utilisée comme arme jusqu'au 15e, 16e siècle, 1400-1500. Par la suite, ça a été remplacé par les armes à feu. Sophia PH. Vous avez dit que la sarbacane, c'est prendre une canne trouée Et mettre, regarde ici l'image, et mettre dedans des projectiles. Puis on souffle, il faut avoir de bons poumons, hein, poumons
quelqu'un qui joue de la trompette, et on lance les projectiles. D'accord? Si un gros oiseau passe par là, zac, ils l'ont pris. Kalian. De quel matériel déjà il fait le sambal? Ben, ça pourrait être une canne trouée de bâton avec une pointe en pierre, hein, une pierre polie, très tranchante, safran. Ça veut dire combien d'intentions? Alors que dans l'époque du nomadisme, ils ont fait quelques inventions. Après, on en parlera au prochain cours, après la sédentarisation, le progrès technologique s'accélère. D'accord? Ça devient beaucoup plus rapide. Prochain mot-clé, art et vêtements. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont produit grâce à leur... Alors que, on va voir que, par exemple, les vêtements. En origine, les humains portaient des peaux d'animaux comme des capes. Ils s'enroulaient là-dedans. Mais avec le polissage de la pierre, ils sont capables de faire des aiguilles. Pas des aiguilles en métal, en fer assez inoxydable comme celles qu'on utilise aujourd'hui, par exemple, pour replacer un bouton, pour coudre un bouton. Hein. C'était des aiguilles en pierre auxquelles on attachait un fil en cuir, un fil assez épais. Et puis, on a la capacité de couper les peaux des animaux et donc, avec la couture, les adapter au corps humain. Donc, ce sont des vêtements. Hein. L'invention des nomades, ce sont les vêtements. Okay? Et une autre chose qui appartient aussi au sens esthétique, ce sont les bijoux. Hein. Les nomades nous ont laissé beaucoup de traces qui fabriquaient des bijoux. Pour fabriquer des bijoux, ils utilisaient le coquillage, des pierres coloriées. Il y a certaines pierres qui ont des couleurs particulières. Mais ils utilisaient aussi du bois, des dents d'animaux, d'os d'animaux, d'accord, tout pour que se décorer. Une autre trace importante, un autre symbole d'art de cette époque-là, c'est celle qu'on appelle l'art rupestre. En latin, rupes, ça veut dire roche, l'art sur la roche, qu'on appelle aussi les graffitis, les dessins préhistoriques que les humains ont laissés. Beaucoup de ces dessins, on les retrouve surtout dans des grottes. Probablement, ils avaient fait aussi beaucoup de dessins à l'extérieur des grottes, sur les surfaces assez lisses, d'accord? Mais en dehors des grottes, il n'y a rien qui est arrivé jusqu'à nous. Le soleil, la pluie, les intempéries les ont effacés au fil du temps. Par contre, certains de ces dessins ont survécu, sont restés dans les grottes. Pensez par exemple à un endroit en France qui s'appelle Lascaux. Là en haut, par exemple, vous pouvez voir un élève qui a reproduit un dessin des grottes de Lascaux. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier de cet art rupestre? Qu'on le trouve partout, dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, ça veut dire qu'on a des dessins qui datent de 5000 ans, d'autres de 10 000 ans, d'autres de 50 000 ans, d'autres de 80 000 ans. Et ces dessins, on les retrouve en France, on les retrouve en Algérie, on les retrouve en Amérique du Sud, on les retrouve en Asie, on les retrouve en Australie. Partout. D'accord? Ils ont laissé des traces partout, ces anciens humains dessinés. Ok, évidemment, avec une telle distance dans le temps et dans l'espace, ces gens-là n'avaient aucun contact entre eux. C'était trop distant. D'accord? Ou pas de la même époque. Pourtant, 80-90% de ces dessins-là ont toujours le même sujet. C'est lequel est ce sujet? Oui, la chasse. Et ça nous témoigne encore que jusqu'à quel point c'était important l'activité des humains. D'accord? Qu'est-ce que ces dessins-là voulaient représenter?
bon, aujourd'hui, nous ne pouvons que faire que des suppositions. Probablement, il voulait garder la mémoire d'une aventure de chasse. Probablement, dans d'autres situations, il voulait commémorer quelqu'un qui était mort à cause d'un accident de chasse, une victime, parce que ce n'était pas toujours l'animal qui mourait. Quelquefois, c'était le chasseur qui était la victime. Ou bien, ils peuvent avoir une signification religieuse, d'accord, une invocation à l'âme, hein, une vocation animiste à l'âme des animaux pour qu'ils se laissent prendre, d'accord, une façon pour invoquer les divinités qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons que faire des suppositions. Nous avons le dessin, mais souvenons-nous, c'est la préhistoire qui n'a pas de documents écrits. Une autre sorte d'art que les nomades ont déjà développé, ce sont des statuettes. Petites, on dit statuettes petites parce qu'ils ne pouvaient pas faire une statue à marbre comme les Grecs, comme les Romains feront à la taille d'un humain, en marbre ou en bronze comme les Grecs faisaient. D'accord? Il faut que ça soit petit, 20 cm, 10 cm. Pourquoi? Pourquoi c'est important que ça soit petit, Nicolas? Oui, mais pourquoi ils ne pouvaient pas faire des grandes statues, les nomades? Sky? Parce que vous ne pouvez pas les transporter. Si c'est petit, tu arrives encore à l'amener. Ils sont nomades, n'oublions pas. Ils n'ont pas inventé encore la roue, les chariots. Tout ce qu'ils amènent, ils l'amènent sur leur dos, ou sinon, quelquefois, ils font un sac, ils se l'attachent avec la corde et ils doivent le traîner. Non? Et donc, des petites statuettes dont on va parler tantôt dans les cultes. Des questions sur art et vêtements? Zisheng. C'est quoi l'autre 20% des dessins Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que constituait l'autre 20% des arts vous faites? Ben, l'autre, ça peut être des paysages, ça peut être les mains. Hein. Il y a en Argentine une paroi où il y a toutes les mains, les empreintes des mains des gens qui sont passés par là. Oui. Alors, qui en origine, prenez la peau d'animaux et ça roulait dedans. Mais au fil du temps, ils commencent à les couper, puis à les coudre. Donc, les peaux d'animaux deviennent des vêtements adaptés au corps humain. D'accord? Déjà, dans l'époque du nomadisme, avait des vêtements. Et nous imaginons probablement la mode, le désir de l'humain de bien paraître. Avant-dernier mot-clé, les cultes, leur dimension religieuse, les traces de leur religion. Alors qu'un culte important, c'est ce qu'on appelle un culte de fertilité, d'accord, ou de fécondité, ça veut dire la même chose. Un culte de la fertilité, ici, c'est le fait d'avoir beaucoup d'enfants. Pour les nomades, avoir beaucoup d'enfants était fondamental, essentiel. Un nomade, si vous y pensez bien, craignait plus l'extinction de son clan que sa propre mort personnelle. D'accord? Parce que la vie était courte et la mort était très présente. Beaucoup de bébés mouraient à la naissance ou dans les premiers mois de vie parce qu'on n'avait pas assez de nourriture, parce qu'on ne pouvait pas bien les soigner. Et d'autres, c'est des accidents. Donc, il arrivait que quelques clans, à un moment donné, ils étaient tous morts et le clan disparaissait. OK? Autres, ils savaient qu'ils pouvaient mourir d'un jour à l'autre. Mais s'ils avaient des enfants, si le clan continuait à exister, bon, quelque chose d'autre continuerait à exister. Alors, c'était important d'engendrer beaucoup d'enfants. Et ce besoin de fertilité, il est prouvé par plusieurs traces qui sont ce type de statuettes féminines qui sont dans des endroits et à des temps différents,
d'accord, que probablement ce sont des divinités qu'ils appelaient avec des noms différents, mais qui ont une caractéristique commune. Ce sont des cultes de fertilité. Ce sont des déesses qu'on invoque pour avoir beaucoup d'enfants. Et donc, cet ensemble de cultes, cet ensemble de statuettes et divinités, les chercheurs l'appellent la déesse mère. La déesse mère, c'est une statue différente, mais avec, qui a comme, c'est un ensemble de statues qui ont comme caractéristique de représenter des femmes avec de gros seins et de grosses fesses, de grosses hanches, et souvent enceintes. Un autre type de culte, c'est le culte des morts. Hein? Les tombeaux, on les retrouve nombreuses, toutes les époques. Et souvent, dans les tombeaux, on met des objets qui sont appartenus à la personne enterrée. D'accord? Et un autre culte qu'on peut documenter, c'est l'animisme. Okay? Normalement, beaucoup de groupes de nomades croient que toute chose a une âme. Que les animaux ont une âme, que l'ensemble des animaux, par exemple, tous les orignaux ont un esprit collectif et vont les prier pour que l'esprit collectif permette à un animal de se prendre. Les montagnes ont un esprit, les lacs ont un esprit, les arbres ont un esprit. D'accord? Ceci est l'animisme. Donc voilà, les cultes documentés, ce sont la déesse mère, le culte des morts et l'animisme. Question. Zacharie. Animisme. Animisme. Safouane. Le culte de la mort. Le culte des morts. Les enterrements, les tombes. Dernier mot-clé. L'économie. Or que les nomades ont des échanges commerciaux entre eux. Ils font du commerce. Des outils, mais aussi des peaux. D'accord? Et on a des traces qui nous démontrent qu'ils ont aussi un moyen d'échange. Ce qu'aujourd'hui est la monnaie, les billets des banques, l'argent que nous avons dans nos poches, dans nos banques. D'accord? Qui nous permet d'échanger les produits et les services que nous produisons. Les nomades utilisaient du coquillage. Le coquillage, c'était rare, il avait de la valeur, et donc ils pouvaient l'utiliser comme monnaie. Un signe de ceci, c'est qu'on a trouvé des coquilles dans des grottes situées à des milliers de kilomètres de distance de là d'où ils provenaient. Alors qu'on comprend qu'il y avait une circulation de ces coquilles. C'est tout pour aujourd'hui.